Bien, écoutez, bonsoir à tous. Je suis heureux, au nom de Sciences Action et du Conseil régional, une nouvelle fois de vous accueillir pour ce 8e forum de l'année, et tout particulièrement d'accueillir donc Marie Lekatsiomis, qui est professeure de littérature à Nanterre, lieu symbolique s'il en est de l'université, et qui est aussi présidente de la Société des Amis de Diderot. Alors, pourquoi Diderot? Pourquoi le conseil scientifique? Et je remercie Pierre Thorez ici qui nous a permis d'entrer en contact avec Madame Lekatsiomis. Pourquoi Diderot? Eh bien, Diderot est né en 1713 à Langres, c'est-à-dire il y a 3 siècles. Et même si ce n'est pas un scientifique au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est en tout cas un défricheur d'idées à son époque, un homme remarquable, et on ne peut pas ne pas penser à lui lorsqu'on parle des forums des savoirs. Et donc on a souhaité participer à cette animation de cette année pour célébrer le tricentenaire de la naissance de Diderot. Mais il y a une seconde raison, c'est que l'encyclopédie, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? À l'heure de Google, de Wikipédia, est-ce que ça a encore un sens de parler d'encyclopédie? Eh bien, je crois qu'on a besoin d'encyclopédistes, mais surtout d'une pensée critique. Et je crois que Diderot incarne parfaitement cette dimension. En tout cas, c'est ce que je pense vous allez nous montrer ce soir. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée, en vous donnant rendez-vous dès maintenant, donc le 28 novembre, pour notre dernier forum de l'année, mais pas notre dernier forum. Merci. Merci donc à Dominique Gambier, président de Sciences Action, entre autres. Et puis, écoutez, moi, je ne vais pas perdre du temps. Vous connaissez la règle du jeu. On va écouter Madame Lekatsiomis nous parler du formidable Diderot. Formidable parce que j'ai commis quelques études littéraires et que ça a été en plus une de mes connaissances en maîtrise, si je me souviens bien. Donc, c'est un type que je trouve extraordinaire. Et puis après, vous le savez, vous avez la parole. Vous pouvez poser les questions, profiter de la présence de nos spécialistes pour leur poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Oui, enfin, dans la mesure où elles sont pertinentes, bien sûr. Voilà, où elles vous paraissent pertinentes. Madame Sionis, merci d'être avec nous. Voilà. Donc, j'étais en train de remercier les organisateurs du Forum du Savoir de m'avoir invité à être avec vous ce soir, de m'avoir permis donc de parler Diderot avec vous et parler encyclopédie avec vous, et aussi de me permettre de me retrouver à Rouen, qui est une ville qui est chère à mon cœur, parce que pour des raisons littéraires d'abord, c'est la ville de Flaubert, dans une certaine mesure bien sûr, c'est la ville de Thomas Corneille, c'est la ville de Pierre Corneille, et aussi c'est la ville de Fontenelle, qui, à sa façon, a été un des grands précurseurs des Lumières et, dans une certaine mesure, de l'esprit encyclopédique. Voilà. Alors, après vous avoir dit ma satisfaction, parlons donc de notre propos de ce soir, c'est-à-dire de Diderot et de l'encyclopédie. Alors, vous avez là, sous les yeux, un exemplaire de l'encyclopédie. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Je vais d'abord commencer par situer un petit peu le contexte de cette formidable publication. Je dis formidable dans le volume pour son époque. L'encyclopédie s'appelle, vous le savez, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Les dictionnaires encyclopédiques, comme on le dit très souvent à l'époque, les dictionnaires, vous le savez aussi, sont un genre tout à fait neuf à l'époque. Pour nous, aujourd'hui, un dictionnaire est une banalité. La chose la plus banale du monde, c'est effectivement le dictionnaire. Dans les années 1680, c'est-à-dire quelques 50-60 ans avant notre encyclopédie, les dictionnaires sont une grande nouveauté. Les dictionnaires monolingues. Jusque-là, on connaissait des dictionnaires de traduction, c'est-à-dire des glossaires, traduisant un mot d'une langue dans une autre langue, bilingue ou polyglotte. Mais l'arrivée de dictionnaires consacrés à une seule langue, qui donne non seulement le sens du mot,
mais qui donne aussi un savoir sur la chose et quelque chose de récent. Premier grand dictionnaire, par celui de Richelet, 1680, le premier grand dictionnaire qui va donner naissance à toute une descendance, dont l'encyclopédie est un surgeon, c'est le dictionnaire de Furetière, 1690, en 3 volumes, dictionnaire de mots et dictionnaire de choses. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le dictionnaire se charge à partir de ce moment-là d'une fonction nouvelle qui est celle de la transmission des connaissances. Pas seulement le sens du mot, mais la transmission des connaissances. On appelle cela des dictionnaires universels. Furetière, donc, en 1690. Immense succès, 3 volumes de ce format, c'est-à-dire ce qu'on appelle des petits in-folio. Immense succès en France et hors des frontières. Et ce Furetière va donner naissance à un développement européen des dictionnaires universels. Le sien est continué et augmenté par les protestants de Hollande. Protestants, en 1690, les protestants de Hollande étaient des réfugiés à la suite de la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685. Très nombreux protestants donc dans le refuge hollandais, notamment Amsterdam, qui continue le dictionnaire de Furetière, qui l'augmente, qui le calvinise quelque peu. Et en 1704, le même dictionnaire est repris en main par les jésuites, en France cette fois-ci, qui, eux, le recatholicisent et l'augmentent. Il traverse la Manche et le voici rendu à Londres, où il donnera, moyennant évidemment un certain nombre de transformations, un ouvrage de John Harris qui s'appelle Lexicon Technicum, Universal Dictionary of Arts and Sciences. Enfin, en 1728, un autre londonien nommé Chambers, Ephraim Chambers, va donner un ouvrage qui, pour la première fois, va porter le nom de encyclopédie, il appelle ça Cyclopedia, Universal Dictionary, encore une fois, des arts et des sciences. Ce dictionnaire, donc, de Chambers, en 1728, connaît un grand succès en Angleterre. Et en l'espace de 30 ans, on a pu constater le développement européen de ces dictionnaires universels qui ont été marqués non seulement par la circulation de leur contenu, mais par d'importants enjeux religieux, scientifiques, philosophiques, politiques et financiers. C'est ainsi qu'à Paris, au milieu du XVIIIe siècle, l'idée vint à 4 grands éditeurs. Vous savez qu'on appelle les éditeurs à l'époque les libraires. Ils sont à la fois éditeurs au sens moderne du terme, commercial, mais ils sont également imprimeurs. C'est le mot libraire qui correspond à l'ensemble de ces compétences. Donc l'idée vint à 4 grands libraires parisiens de donner une traduction très augmentée de cette Cyclopédia qui avait eu un si grand succès. Et en 1747, 2 jeunes gens de lettres, on disait à l'époque des gens de lettres, Diderot et d'Alembert, de réputation encore assez modeste, bien que pour Diderot déjà un peu sulfureuse, réputation donc assez modeste, mais jeunes gens d'une ampleur intellectuelle rare, sont chargés de cette édition. Entre leurs mains, tout va changer. L'ouvrage anglais faisait 2 volumes. L'ouvrage français devait, lui, à l'origine du projet, constituer 10 volumes. Or, à son achèvement, il atteindra 28 volumes, 17 volumes de discours, c'est-à-dire d'articles, et 11 volumes de planches, c'est-à-dire d'illustrations. Et il aura exigé de Diderot plus de 25 ans de travail. 28 volumes, c'est-à-dire environ 70 000 articles, rédigés, c'est important de le dire, au fur et à mesure de l'ordre alphabétique. L'encyclopédie fut la plus grande entreprise éditoriale du XVIIIe siècle, tant en volume qu'en capital investi, qu'en force humaine employée, et elle connut un succès très grand dont témoignent ses multiples contrefaçons
et ses rééditions plus ou moins pirates. Alors Diderot a défini l'enjeu de l'entreprise en des lignes fameuses que je vais vous lire. Le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la Terre, d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous, afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été inutiles pour les siècles qui succéderont, et que nos neveux, entendons nos petits-fils, et que nos neveux, devenant plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux, et que nous ne mourions pas sans avoir bien mérité du genre humain. Une tâche, donc, rassembler les savoirs, un but, le bonheur des générations à venir, et une récompense espérée pour les artisans de l'ouvrage, celle de la reconnaissance posthume. La pédagogie des Lumières est là. Le lien entre le savoir et le bonheur passe par la pratique de la vertu. Alors on sait que la publication de cet ouvrage que Voltaire appelait « ouvrage immense et immortel » souleva orages et tempêtes. Car c'est loin d'être un savoir tout à fait tranquille, celui qu'offrait l'encyclopédie. Et ces pages sont souvent peuplées par les combats du siècle, qu'ils soient politiques, religieux ou scientifiques. Très tôt, le pouvoir royal est alerté. Dans le premier volume, on pouvait lire un article comme « Autorité politique » de Diderot, qui commençait par ces simples mots « Nul n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres ». Une véritable conjuration, composée d'abord par les jésuites, qui mènent campagne dans leur journal, qui s'intitule « Les Mémoires de Trévoux », accuse l'encyclopédie d'impiété. Renforcée ensuite par les jansénistes et par leurs représentants au Parlement, cette conjuration parvient à faire interdire l'encyclopédie en 1752, c'est-à-dire après la parution du deuxième volume. Si vous avez... à moi de vous le dire, le premier volume paraît en 51, le deuxième en 52, en principe le troisième en 53, puis en 54, puis en 55, à raison d'un volume par an, et non pas d'une lettre de l'alphabet par an, parce qu'il arrive qu'un volume contienne 2 lettres de l'alphabet, mais enfin, vous avez une chronologie tout à fait parallèle, qui est celle à la fois du déroulement des années et celle du déroulement des lettres de l'alphabet. Les articles sont rédigés au fur et à mesure. Un arrêt royal, donc en 1752, déclare que l'encyclopédie contient des maximes, je cite, tendant à détruire l'autorité royale, à élever les fondements de l'erreur, de la corruption des mœurs, de l'irréligion et de l'incrédulité. Et le décret suspend donc la publication. Des collaborateurs sont contraints à l'exil, l'abbé Yvon, l'abbé Pestré, l'abbé de Prade. Mais l'encyclopédie, à la surveillance de laquelle sont commis plusieurs censeurs, bénéficie d'un large soutien parmi les gens de lettres, qui, comme Voltaire, voient dans cet affrontement le combat de l'esprit philosophique contre le pouvoir ecclésiastique et le parti dévot de la cour. Et surtout, les éditeurs purent compter sur la protection secrète de Malesherbes. Malesherbes était alors directeur de la librairie, en quelque sorte ministre de l'imprimé, si vous voulez. Directeur de la librairie, et c'est lui qui prévient Diderot de l'ordre qu'il avait de le faire saisir dès le lendemain, et qui lui conseille de mettre les manuscrits des volumes en préparation à l'abri. Selon la fille de Diderot, il lui permit de mettre ses papiers à l'abri en lui conseillant de les entreposer chez lui-même, c'est-à-dire chez Malesherbes, protégeant par là même l'avenir de l'œuvre. La publication, suite à une campagne importante lancée notamment par Voltaire, finit par reprendre à raison d'un volume par an, mais dans un climat de grande tension. En 1757, l'attentat de Damiens, attentat contre Louis XV,
L'attentat de Damiens fut l'occasion de renforcer la vigilance policière à l'égard de tout livre pouvant contribuer à saper l'autorité royale et la religion. D'Alembert avait commis cette même année, dans le tome 7, un article, l'article Genève, qui a attiré sur lui les foudres des pasteurs genevois. La publication de l'ouvrage d'un philosophe matérialiste nommé Helvétius, ouvrage intitulé De l'esprit, souleva un véritable scandale auquel fut immédiatement amalgamée l'encyclopédie. Et la campagne de ses adversaires se renforça alors de nouvelles publications. La religion vengée, les préjugés légitimes contre l'encyclopédie, etc., etc. Et le procureur général du Parlement de Paris fut l'auteur d'un violent réquisitoire qui aboutit à l'interdiction de vendre l'encyclopédie. Quelques mois plus tard, en 1759, l'encyclopédie est condamnée à être lacérée et brûlée par le bourreau, et le privilège royal, donc l'autorisation d'imprimer, est révoqué définitivement. Peu après, intervint aussi une condamnation papale dans les formes damnatio et prohibitio, etc. L'ouvrage était donc arrêté au tome 7, c'est-à-dire à la fin de la lettre G, et l'entreprise faillit être abandonnée. D'Alembert, lassé, cesse alors d'assumer la codirection de l'ouvrage. Voltaire suggère de poursuivre l'ouvrage hors de France. Il propose Lausanne. Diderot s'y refuse obstinément. Et les 10 derniers volumes d'articles furent continués et achevés en secret, imprimés hors de Paris et diffusés tous ensemble 6 ans plus tard, en 1765. Le nom de l'éditeur ainsi que celui des libraires a disparu de la page de titre qui porte une mention fictive et protectrice imprimée à Neuchâtel. C'est le cas du tome 8 qui est sous vos yeux et dont vous pourrez voir tout à l'heure effectivement qu'il n'y a plus aucun nom d'auteur, aucun nom d'éditeur et cette mention fictive d'impression à Neuchâtel. C'est à la pugnacité de Diderot que l'encyclopédie dut être achevée et au concours essentiel du chevalier de Jaucourt, collaborateur polygraphe dont l'activité et le dévouement furent sans limite. Diderot lui rend hommage dans la dernière préface qu'il donne dans l'encyclopédie, une préface qu'il donne au volume 8, justement. Voici ce qu'il dit. Métaphore. Si nous avons poussé le cri de joie du matelot lorsqu'il aperçoit la terre après une nuit obscure qu'il a tenue, égaré entre le ciel et les eaux, c'est à monsieur le chevalier de Jaucourt que nous le devons. Jamais le sacrifice du repos, de l'intérêt et de la santé ne s'est fait plus entier et plus absolu. Bien d'autres difficultés encore avaient traversé l'entreprise. Des accusations de plagiat des planches, des illustrations de l'encyclopédie notamment, mais rien sans doute ne fut plus douloureux pour Diderot au cours de ces dernières années d'un travail harassant et clandestin que de découvrir un jour, par hasard, que le principal libraire de l'encyclopédie, Le Breton, avait pratiqué une censure secrète de l'encyclopédie. Soucieux d'assurer des rentrées paisibles, il avait de lui-même cisaillé le texte pour éliminer les passages qui auraient pu prêter, selon lui, à de nouvelles attaques d'ordre politique ou religieux. La faute était irréparable. Mais pour ne pas nuire à la réputation de l'œuvre dont les derniers volumes n'étaient pas encore parus, ni Diderot ni ses amis ne rendirent l'affaire publique. Et ce n'est qu'au XXe siècle, grâce à la découverte d'un exemplaire de l'encyclopédie dans lequel le texte original de certains articles avait été rétabli, que l'on a pu s'apercevoir d'abord de la chose et ensuite de quel type de mutilation elle avait pu subir. Bien plus tard, voici ce que Diderot, en 1774, donc bien après, voici ce que Diderot écrira de l'encyclopédie. J'ai travaillé près de 30 ans à cet ouvrage. De toutes les persécutions qu'on peut imaginer, il n'y en a aucune que je n'ai essuyée. On fit du nom encyclopédiste une étiquette odieuse qu'on attacha à tous ceux qu'on voulait montrer au roi comme des sujets dangereux.
désigner au clergé comme ses ennemis, déférer aux magistrats comme des gens à brûler et traduire à la nation comme de mauvais citoyens. Mais la grande œuvre était achevée. Et Jacques Proust, mon maître, a raison de nous mettre en garde. Il écrit ceci: le lecteur d'aujourd'hui n'imagine plus ce que ces 28 volumes représentent d'énergie, d'espoir, de combat. Il oublie cette mobilisation spectaculaire d'hommes et de capitaux au service d'une seule œuvre, cette marche irrésistible, les obstacles vaincus un à un, lucidement et somme toute sereinement. Diderot mérite bien d'être considéré comme le héros de cette épopée. Fin de citation. Qu'eut donc de si exceptionnel en son temps cette œuvre, l'encyclopédie? D'abord, d'être une œuvre collective, réunissant de véritables savants. Jusque-là, les dictionnaires universels, dictionnaires encyclopédiques si cela avait existé, étaient le produit du travail d'un ou de plusieurs compilateurs, résumant, lisant et résumant des traités ou toutes sortes de livres. Travail livresque donc, savoir livresque. L'encyclopédie, elle, fait appel aux savants eux-mêmes, c'est-à-dire aux savoirs vivants et neufs. Diderot s'y occupe de la philosophie et de la grammaire. D'Alembert, son collègue, le grand géomètre, s'occupe des mathématiques, de la physique, de l'astronomie, de l'optique, en défenseur du newtonianisme, encore très discuté à l'époque. Daubenton, adjoint de Buffon, s'occupe de l'histoire naturelle. Tronchin, Bordeu, grand médecin du siècle, s'occupe de la médecine. Blondel, de l'architecture. Jean-Jacques Rousseau, alors connu comme l'auteur du Devin de village, s'occupe de la musique. Dumarsais, de la grammaire générale. Parmi ses contributeurs savants, on compte Voltaire, qui s'occupe des belles lettres, de la morale, Turgot, Montesquieu, Marmontel, d'Holbach, à la fois minéralogiste et chimiste, Falconet, le sculpteur Falconet, dont vous connaissez peut-être la statue équestre de Pierre le Grand. Falconet écrit l'article Sculpture. Quesnay, l'économiste Quesnay, auteur des articles Fermier et Grain donnés en économie politique. Tant d'autres encore, sans compter les anonymes, artisans et artistes. Plus de 150 collaborateurs sont dénombrés, la plupart issus de la bourgeoisie d'Ancien Régime, tous liés à l'activité productive de leur siècle. Du coup, on trouve dans l'encyclopédie des articles scientifiques parfaitement novateurs. Je ne citerai que 2 ou 3 exemples. En médecine, l'article Inoculation du médecin Tronchin, pionnier à l'époque de la variolisation, pratique encore extrêmement contestée pour des raisons à la fois religieuses et arithmétiques. On trouve aussi sur l'électricité, ce phénomène observé de façon encore très récente, un véritable état des connaissances de l'époque sur l'électricité. Grâce à la collaboration de Lemonnier, on y trouve effectivement une actualité des recherches contemporaines sur le phénomène. Quant à la chimie, qui se dégage à peine à l'époque de l'alchimie, elle trouve sa première place dans l'encyclopédie grâce aux articles de Venel qui rend compte des expériences de Rouelle. Lavoisier, évidemment, n'est pas encore chimiste à l'époque. Alors, tous ces savants, tous ces hommes de l'art, tous ces talents, Diderot les appelle des talents épars. Ce sont des talents épars et ce ne sont pas les membres d'une institution quelconque. Entendons en France, à l'époque, les académies royales. Ils ont été recrutés par Diderot, par d'Alembert. Car l'encyclopédie n'est pas un ouvrage commandé. Diderot écrit « Une encyclopédie ne s'ordonne pas ». Ce qu'il cible ainsi dans cette formule, ce sont les ouvrages ordonnés justement par le gouvernement, entendons les ouvrages des académies.
qui traîne durant des décennies et qui souvent ne voit jamais le jour. L'encyclopédie écrite Diderot est un ouvrage qui ne s'exécutera que par une société de gens de lettres, d'artistes épars, occupés chacun de sa partie et liés seulement par l'intérêt général du genre humain et par un sentiment de bienveillance réciproque, animés par le souci du genre humain. En effet, aucun d'eux n'a jamais été payé pour sa collaboration. Il fallait même, parfois, que Diderot se batte pour qu'il reçoive un exemplaire du dictionnaire, tant les éditeurs, les libraires étaient rapaces. Jaucourt, dont j'ai parlé tout à l'heure, Jaucourt, pour payer les secrétaires et les copistes avec qui il rédigeait les articles pour l'encyclopédie, se ruina et dut vendre sa maison. Devinez qui l'acheta? Le Breton lui-même, principal imprimeur de l'encyclopédie. Avoir su persuader tant de bons esprits de travailler pour le seul intérêt du genre humain n'est certainement pas la moindre des vertus de ces deux éditeurs. Alors certes, tous les articles de l'encyclopédie ne sont pas écrits par des spécialistes. C'est souvent Diderot, aidé du chevalier de Jaucourt, qui a suppléé de façon très constante aux collaborateurs défaillants. Et dans toutes sortes de domaines, par exemple la cuisine, la géographie, l'histoire naturelle, etc. Dans ce cas, les encyclopédistes empruntèrent leurs matériaux aux dictionnaires antérieurs, mais dans un esprit critique, et je vais y venir tout à l'heure. Deuxième grande innovation de l'encyclopédie, elle fait la part belle à un domaine jusque-là parfaitement méprisé, celui des arts mécaniques, comme on les appelait, c'est-à-dire des savoir-faire, des métiers, par opposition aux arts libéraux, qui étaient évidemment ce que nous appelons aujourd'hui les beaux-arts. C'est principalement Diderot qui s'est chargé de ce qu'on appelle la description des arts et des métiers. Il fut, je cite encore mon maître Jacques Proust, le premier homme de lettres qui ait considéré la technologie comme une partie de la littérature, ce qui n'est pas rien. Comment travailler le cuir, l'acier, fabriquer des chapeaux, tisser du velours ou de la gaze? C'est ce que Diderot parvient à réunir comme compétences. On a dit à un moment donné qu'il avait beaucoup voyagé dans les ateliers, etc. Il est bien plus probable, comme certaines recherches ont montré encore récemment, que c'est beaucoup plus par la fréquentation d'ouvriers, de maîtres parfois, et par la fabrication de maquettes, notamment pour ce qui concerne les machines, notamment les machines à tisser évidemment, qu'il s'est familiarisé en fait avec les gestes, notamment les gestes du travail. Il réunit des procédés de fabrication, des inventions, cherchant toujours à percer les secrets d'atelier pour les dévoiler et les transmettre. Pour former cette collection unique de termes de métier et contrer la confusion qui régnait alors dans les vocabulaires et dans les savoirs techniques, Diderot va jusqu'à souhaiter une mesure constante de longueur, de poids et de force. Cette unité des poids et des mesures que réalisera quelques décennies plus tard la Révolution. Le dictionnaire raisonné offre aussi 11 volumes de planches, c'est-à-dire d'illustrations, car toujours selon Diderot, un coup d'œil sur l'objet et sur sa représentation en dit plus qu'une page de discours. Grâce à ces gravures, la nature, l'activité humaine, tous les secteurs de la technique et de la production deviennent intelligibles. Anatomie, histoire naturelle, mais aussi travail. Les lieux du travail, les outils du travail, ses gestes, et notamment ceux de la manufacture. L'encyclopédie est un dictionnaire, certes, mais qui s'est voulu raisonner. Ainsi, les articles, donnés bien sûr par ordre alphabétique, sont cependant en principe accompagnés du domaine, de la branche du savoir dont ils relèvent. Par exemple, on a un article « esprit » qui commence par être donné en grammaire grecque. Ensuite, le même article, un autre article « esprit » est donné en théologie, puis un autre article « esprit » en chimie, puis un autre en pharmacie. Et cette distinction
des différents sens du mot, en réalité, est une distinction très importante dans les différents niveaux de connaissance ou d'activité humaine. Un autre dispositif est très important dans l'encyclopédie, c'est celui des renvois, qui permet de renvoyer d'un article à l'autre. Par exemple, vous lisez l'article Colisée, vous verrez qu'on vous y renvoie à amphithéâtre. Si vous lisez Rainette, cela renvoie à grenouille. Si vous lisez divination, l'article renvoie à prophétie et à enthousiasme. Ce qui est intéressant, c'est de noter qu'on parvient ainsi à une extraordinaire économie des moyens, à une ellipse extraordinaire des moyens, puisque ce dispositif de renvoi permet au lecteur d'aller chercher soit une information adjacente, soit au contraire l'information centrale. Par exemple, de très nombreux articles de botanique renvoient, après description de la plante particulière dont il s'agit, à l'article générique qui est l'article plante. En tête d'ouvrage est placée aussi une arborescence, nommée Système figuré des connaissances humaines, fondée sur la mémoire, la raison et l'imagination, et lointainement inspirée par Bacon. Ce système figuré des connaissances est un geste inaugural, fascinant, mais en réalité, quand on s'intéresse à l'encyclopédie, on se rend compte qu'il a eu une portée extrêmement limitée à l'épreuve, et dans la pratique même des encyclopédistes qui l'ont oublié très vite. Parce qu'il y a eu, loin, en effet, des principes abstraits de départ à la réalisation elle-même, à la fabrication de l'encyclopédie, qui fut, dans tous les sens du mot, une expérience. Bien des articles furent improvisés, par Diderot, par d'Alembert, écrits au rythme de combats quotidiens d'impératifs quasi journalistiques, l'urgence n'ôtant d'ailleurs rien à leur qualité. D'Alembert et son article anti-jésuite collège, Diderot et le sien casuiste. Diderot d'ailleurs fit souvent feu de tout bois, réemployant opportunément toutes sortes d'écrits. Ici, il emploie une lettre à sa maîtresse, réutilisée pour composer l'article naître. Là, une missive à son chanoine de frère, l'intolérante abbé Diderot, qui va lui servir à écrire l'article Intolérance. Là, une dédicace qui avait été un petit peu trop osée à une femme mariée, une princesse mariée et mère de famille, et qui est réutilisée pour définir le mot jouissance. Privilège de l'immense écrivain, de l'immense artiste que fut Diderot, là, de jouer ainsi avec ses propres textes. Autre particularité, celle-ci on la connaît très très peu. L'encyclopédie traite aussi des mots de la langue commune. C'est quelque chose qu'on ignore souvent, tant cet aspect des choses est opposé à nos schémas de pensée contemporains. Pour nous, aujourd'hui, une encyclopédie, c'est un recueil de savoir qui exclut la langue courante. Diderot, au contraire, s'est particulièrement consacré à réfléchir à cette langue courante, sous une rubrique particulière qui est la rubrique grammaire. Vous ne trouverez pas simplement les conjugaisons françaises dans la rubrique grammaire, mais aussi un véritable dictionnaire de langue française. Par exemple, l'article délicat, confidence, hideux, fraîcheur, rêvé, voluptueux, etc. Pourquoi ? Pourquoi un dictionnaire de langue dans cet ouvrage qui s'intitulait au départ, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Pour essayer de répondre à la question, je ferai un détour. On lit dans l'article Encyclopédie la dédicace suivante aux hommes qui viendront après nous. Dès les premières lignes de l'ouvrage, celui-ci est non seulement offert aux contemporains, mais aussi légué aux générations futures, à nos neveux, petits-enfants. Anticiper sur l'état futur du savoir, c'est poser et affronter les problèmes que soulève cette anticipation. Diderot est bien conscient du fait que les savoirs se périment
Et on lit sans cesse dans l'encyclopédie l'écho de cette préoccupation fondamentale. Au-delà encore, le monde lui-même est en changement constant. En termes de Kem Diderot, un des termes peut-être les plus employés par Diderot, c'est un terme que nous n'employons presque plus aujourd'hui, mais qui dit très bien la chose, vicissitude. Le monde est en vicissitude perpétuelle, en changement constant. Quel repère adopter dans ce flot perpétuel? Comment transmettre un état à partir de repères eux-mêmes perpétuellement changeants? L'article consacré à l'adjectif amer soulève cette question et la question de la transitivité de ces repères. Je le lis. Amer, adjectif, qui désigne cette qualité dans les substances végétales et autres que nous reconnaissons au goût, quand elles excitent en nous l'impression que nous fait principalement éprouver l'absinthe ou la coloquinte. Car il n'est pas possible de définir autrement les saveurs qu'en les rapportant aux substances naturelles qui les excitent. La définition des saveurs est effectivement une chose extrêmement difficile. Feuilleter les dictionnaires contemporains. Diderot, pour définir amer, ne conserve que le recours aux références extérieures. D'autres dictionnaires à l'époque disaient goût désagréable, goût insupportable à la langue. Il ne conserve que la coloquinte et l'absinthe. Que font nos dictionnaires aujourd'hui? Le petit Robert contemporain nous dit qu'on reconnaît l'amer à la saveur de la bile, l'écorce, les endives. Or, ce recours à ces références extérieures est le véritable problème posé par l'article. Voici comment Diderot continue. D'où il s'ensuit que si les substances sont dans un état de vicissitude perpétuelle et que les choses amères tendissent à cesser de l'être, et celles qui ne le sont pas à le devenir, les expressions dont nous nous servons ne transmettraient à ceux qui viendraient longtemps après nous aucune notion distincte, et il n'y aurait point de remède à cet inconvénient. La mise en doute de la permanence du référent pose dès le début de l'entreprise la question de la transitivité des définitions et affirme le conflit entre le souci de définir pour nos neveux dans 10 000 ans et l'aveu de la précarité générale des repères des signes. La réflexion contenue dans l'article amer marque en fait toute la tâche définitionnelle de Diderot, bien au-delà des préoccupations de l'usage et de la fixation de la langue. Elle inscrit au cœur même de sa réflexion philosophique et du projet didactique de l'encyclopédie. Où trouver des êtres constants qui puissent servir de repères dans la transmission des signes? Alors, nous-mêmes aujourd'hui, nous ne croquons pas souvent de coloquinte. L'absinthe est interdite depuis déjà assez longtemps. Mais nous constatons, sans doute grâce aux chercheurs de l'INRA, que l'endive est de moins en moins amère. La question est donc bien constante. La question constante est posée, vous vous en rendez compte aussi, en termes linguistiques. Le XVIIIe siècle, comme tout l'âge classique, se réfère, pour situer sa position historique, se réfère sans cesse à ce qu'on appelle les anciens, les Grecs, les Latins. Or, les anciens n'ont laissé aucun dictionnaire. Et au XVIIIe siècle, on ne cesse de regretter qu'il n'y ait aucun dictionnaire, ni latin, ni grec. Évidemment, il y a des dictionnaires, mais qui ont été faits par les mauristes, ou par les jésuites, ou par qui vous voudrez. Mais Cicéron n'a pas pensé à laisser un dictionnaire. Combien de mots, dont latin, de mots grecs, dont on ne connaît plus le sens, et qui empêchent véritablement de comprendre les ouvrages, et qui empêchent de savoir leur sens exact. Or, la recherche
de ces sens doit être consigné dans l'ouvrage qui est censé justement transmettre les connaissances. Transmettre les connaissances, c'est aussi transmettre le véhicule de ces connaissances. C'est transmettre aussi l'objet et le sujet. Alors la recherche de ces référents chez Diderot est fondamentale parce que l'encyclopédie est inscrite dans un temps qui sera inéluctablement celui de la catastrophe. La force de cette idée de ruine au XVIIIe siècle me semble devoir être soulignée. La question est partout au siècle des Lumières. Chez qui la connaissance de l'histoire confronte à la décadence des empires et à leur mort. Et le souci de la postérité, chez Diderot et chez d'autres encyclopédistes, ne se comprend pas sans le sentiment de cette fracture prévisible et le sentiment aussi, la certitude de la mort de la langue. Le français est menacé, comme toute institution, de caducité. Et Diderot envisage ce temps inéluctable où, dit-il, la langue sera morte. Ce souci, donc, de transmettre la langue, de sa transmission, de la transmission d'un état de langue, vecteur de la transmission générale, sous-tend toute son entreprise de définition des mots de la langue courante. Et puis, il y a autre chose aussi. Une langue, c'est le véhicule premier des connaissances, certes, mais c'est aussi le moule premier de l'usage et à la fois le vecteur des préjugés, des implicites d'une société, en même temps que l'espace essentiel de la liberté de penser et de l'exercice de l'entendement. Il faut donc, et c'est ce qu'il fit, interroger les mots, un terme très diderotien. Il faut interroger les mots, car le caractère d'un bon dictionnaire, écrit-il, est de changer la façon commune de penser. Changer la façon commune de penser. Ce qui caractérise l'encyclopédie est non seulement d'avoir été cette somme considérable de savoir dont je n'ai pu que très lointainement vous donner une idée, mais aussi d'avoir été un recueil critique. Critique des savoirs, dans quel sens? Dans leur élaboration, dans leur transmission, dans leur représentation. Critique du langage, des préjugés, des interdits de pensée, critique des dogmes. Excusez-moi. Je disais tout à l'heure que pour une bonne partie des articles, les encyclopédistes, en cas de collaborateurs défaillants, avaient fait comme tous les dictionnaristes de la Terre, c'est-à-dire qu'ils s'étaient servis des recueils antérieurs aux leurs. Vous savez qu'il y a toujours un dictionnaire sous le dictionnaire. On peut vous dire que non, mais il y a toujours un dictionnaire sous le dictionnaire. C'est le principe même de ce genre. Ainsi, quand on étudie l'encyclopédie, on aperçoit plutôt en filigrane la consultation de plusieurs dictionnaires, mais en particulier d'un dictionnaire qui leur a été extrêmement utile, c'est le dictionnaire de Trévoux. Alors le dictionnaire de Trévoux passait alors, à juste titre, pour être le dictionnaire très catholique d'obédience jésuite, et le traitement critique que lui firent subir les encyclopédistes procure un des plaisirs, un des intérêts de la lecture comparée des dictionnaires. J'en donnerai quelques exemples en citant d'abord les articles du dictionnaire de Trévoux, puis ce qu'ils deviennent sous la plume de Diderot. Je me contenterai de prendre des exemples pour le moment, dans les articles de langue courante. Parfois, une infime rature qui comparativement change le sens même de la définition. L'article damnation. Trévoux disait
peine éternelle de l'enfer qu'on a mérité. Diderot, peine éternelle de l'enfer. Indissoluble. Trévoux, le mariage est un nœud sacré et indissoluble. Diderot, le mariage est un engagement indissoluble. Ailleurs, c'est la laïcisation de l'exemple. Ainsi, l'article inculqué. Trévoux, on ne saurait trop inculquer dans l'esprit cette maxime. Il est nécessaire de bien inculquer ces vérités aux chrétiens. Diderot, on dit d'une maxime qu'on ne saurait trop l'inculquer aux hommes et d'une vérité qu'on ne peut l'inculquer de trop bonheur aux enfants. Trévoux, article intelligence. L'Église a intérêt à maintenir la bonne intelligence entre les princes chrétiens. Diderot, un père de famille a intérêt à maintenir la bonne intelligence entre ses enfants. Il s'agit aussi, la critique, de trouver aussi, par exemple, la critique du mépris social, comme à l'article indigne, Trévoux. Un esprit vain se figure qu'il est indigne de lui de parler comme la multitude. Diderot. Il y a des hommes vains qui croient indignes d'eux de parler honnêtement à leurs domestiques. Parfois, l'ironie la plus pure permet de toucher au dogme des dogmes, celui de la résurrection, à l'article ressuscité. Trévoux. Jésus-Christ a ressuscité le Lazare. Il s'est ressuscité lui-même le 3e jour comme il l'avait prédit. Plusieurs saints ressuscitèrent au temps de la Passion. Diderot. Jésus-Christ a ressuscité le Lazare. Lui-même s'est ressuscité. Il y a des résurrections dans toutes les religions du monde, mais il n'y a que les celles du christianisme qui soient vraies. Toutes les autres sont fausses. La critique ne porte pas seulement sur les points de dogme, de croyance chrétienne ou plus précisément catholique, mais porte aussi sur l'organisation politique et sociale. Ainsi, quand Trévoux définit le mot friche comme « terre qui n'est point cultivée », Diderot précise « terre qui n'est point cultivée qui pourrait l'être ». Imparfait, Trévoux. Les grands bâtiments demeurent souvent imparfaits. Diderot. Un grand bâtiment demeure imparfait lorsqu'un ministre est déplacé et que celui qui lui succède a la petitesse d'abandonner ses projets. Article inestimable, Trévoux. Le roi a dans son garde-meuble des richesses inestimables, Diderot. On dit que le roi a dans son garde-meuble des richesses inestimables en peinture et qu'elles y périssent sous la poussière. Article exigé. Le Trévoux disait « Il ne faut pas s'aviser d'exiger une probité scrupuleuse des gens de cour. » Diderot. On peut exiger, même d'un ministre d'État, qu'il soit d'une probité scrupuleuse. Indigent. Trévoux, qui manque des choses nécessaires à la vie, Diderot. Homme qui manque des choses nécessaires à la vie, au milieu de ses semblables, qui jouissent avec un faste qui l'insulte de toutes les superfluités possibles. Sur un tout autre plan, mais m'amuse toujours cet exemple, à l'article puérilité, Trévoux écrivait « La sottise des pères est d'entretenir une compagnie des puérilités de leurs enfants. » Diderot, qui était amoureux fou de sa fille et qui ne cessait de raconter les aventures d'Angélique à ses amis, écrit « La sottise des pères est, dit-on, de parler des puérilités de leurs enfants. Heureuse sottise qui montre combien ils y sont attachés. » Je ne multiplierai pas les exemples de ce que l'on peut appeler une véritable marqueterie discursive. Emprunt, certes, emprunt à un matériau commun à tous les dictionnaires universels et qui remonte à Furetière. Quelques-unes de ces phrases viennent de Furetière. Mais emprunt toujours marqué, vous l'avez vu, par le souci critique, qu'il s'agisse de laïciser les exemples ou de les diriger vers une réflexion sociale ou politique. Il y a bien d'autres formes critiques aussi dans l'encyclopédie. Elles tiennent au recueil des connaissances lui-même. L'encyclopédie fut bien un livre-monde, et comme Diderot n'a cessé de l'écrire, un recueil du meilleur. Meilleur de ce que les siècles, et surtout les décennies ou les années précédentes, avaient produit en savoir, en outils, en représentation des savoirs. Mais l'encyclopédie fut aussi, et sans doute est-ce là sa grandeur exceptionnelle et sa radicale nouveauté, en même temps qu'un recueil de connaissances, la critique de ce recueil. La somme des savoirs qu'elle contient est aussi une sommation du savoir,
de ses modes d'élaboration et de transmission. Je prendrai un ou deux exemples chez Diderot. Dans son article Encyclopédie, qui se trouve au cœur de l'encyclopédie, au tome 5, E, la lettre E, et qui est en quelque sorte, c'est un des plus beaux textes de la pensée des Lumières. Hein. C'est un texte dans lequel Diderot réfléchit. Il est donc, on est à la lettre E. Bon, il y a déjà eu une interdiction, mais bon, ça a l'air de pouvoir continuer. Et puis surtout, c'est un texte qui est le fruit de l'expérience des 7-8 premières années d'élaboration, de travail et de publication. Et c'est un texte très long, hein, dans lequel il réfléchit à ce qu'ils font et dans lequel il conseille ses successeurs. Le texte est tourné vers l'avenir, tourné vers ceux qui continueront et qui feront plus tard une bonne encyclopédie, car Diderot n'est pas avare de critique à l'égard de son propre ouvrage. Il dit à un moment donné, nous avons fait ce que nous avons pu, c'est très peu, mais c'est une première tentative. On ne trouve chez lui, ni de près ni de loin, aucune autosatisfaction ou aucune forme de mise en avant, je dirais, de l'ouvrage qu'il dirige. Alors, dans cet article Encyclopédie, réfléchissant aux exigences du travail de dictionnaire, il écrit ceci. Les omissions sont, à mon avis, les plus grands défauts d'un dictionnaire. Il vaut encore mieux qu'un article soit mal fait que de n'être point fait. Rien ne chagrine tant un lecteur que de ne pas trouver le mot qu'il cherche. Voici un exemple frappant que je rapporte, d'autant plus librement que je dois en partager le reproche. Un honnête homme achète un ouvrage auquel j'ai travaillé. Alors, il s'agit effectivement d'une anecdote personnelle. Diderot, avant de devenir le co-directeur de l'encyclopédie, avait été le traducteur d'un autre grand dictionnaire anglais, dictionnaire de médecine, du nommé James, donc il a traduit avec d'autres, avec Edous, tout ça, enfin avec deux ou trois autres jeunes gens fauchés qui gagnaient leur vie en faisant des traductions. Et c'est donc à ce dictionnaire-là qu'il se réfère dans l'exemple que je vais vous lire. Un honnête homme achète un ouvrage auquel j'ai travaillé. Il était tourmenté par des crampes. Et il n'eut rien de plus pressé que de lire l'article crampe. Il trouve ce mot, mais avec un renvoi à convulsion. Il recourt à convulsion, d'où il est renvoyé à muscle, d'où il est renvoyé à spasme. Et il ne trouve rien sur la crampe. Alors, non sans humour, bien sûr, l'exemple rapporté par Diderot apparente l'omission d'un article à une véritable faute morale à l'égard d'un homme souffrant. Mais ne rien omettre, cette contrainte du dictionnaire est tout à la fois logique et souvent totalement absurde. Diderot ne l'élude pas, bien au contraire, et lorsqu'apparaît l'inanité de cet exercice, il s'en saisit, la décortique et l'explicite. Nombre de ces articles d'histoire naturelle, exotique, nous en fournissent d'excellents exemples. À l'époque, c'est l'époque de Buffon, bien sûr, c'est l'époque de Daubenton, et ce sera plus tard l'époque de Linné. En fait, le traité de Linné paraît au moment où s'achève en quelque sorte l'encyclopédie. Mais vous savez que ce qu'on appelait l'histoire naturelle se fournissait aussi beaucoup des récits de voyageurs dans les pays lointains, qui rapportaient des noms de pierres, des noms d'arbres, des noms d'animaux de toutes sortes, ce qu'on appelait donc l'histoire naturelle exotique. Et Diderot s'est confronté à ce type d'article.
Alors, je vais un peu inverser les choses. Au lieu de vous lire l'article de Trévoux d'abord, je vais vous lire l'article de Diderot. Donc, mettez-vous dans l'esprit. Vous êtes un lecteur, vous venez d'acquérir l'encyclopédie, c'est assez cher. Vous êtes un souscripteur, puis ça se vendait par souscription. Vous ouvrez votre bouquin, et puis vous lisez la lettre A, puisque tout le premier volume est entièrement consacré à la lettre A. Une lettre très riche, les joueurs de Scrabble parmi vous le savent. Et donc, voilà, vous prenez la lettre A et vous regardez. Et vous trouvez un article qui dit ceci. Alcatraz. Petit oiseau que l'on chercherait en vain sur l'océan des Indes, aux environs du 16e degré de latitude ou sur les côtes d'Arabie. Évidemment, c'est curieux. Et évidemment, cela ne prend sens, sauf si vous avez jeté entre-temps l'encyclopédie de Rage, cela ne prend sens que lorsqu'on va regarder dans le dictionnaire source, qui est évidemment ici encore le Trévoux, et qui nous disait ceci. Petit oiseau qui se trouve sur l'océan des Indes, vers le 16e degré de latitude, et les côtes d'Arabie, Vicfort. Vicfort était auteur de l'ambassade de Figueroa, voyageur connu à l'époque. Alors évidemment, petit oiseau qui se trouve sur l'océan des Indes vers le 16e degré de latitude, ça devient chez Diderot, petit oiseau que l'on chercherait en vain sur l'océan des Indes aux environs du 16e degré de latitude ou sur les côtes d'Arabie, où Vicfort dit qu'il se trouve, car pour le reconnaître, il en faudrait une autre description. Et sur cette description, peut-être, s'apercevrait-on que c'est un oiseau déjà connu sous un autre nom. Nous invitons les voyageurs d'être meilleurs observateurs, s'ils prétendent que l'histoire naturelle s'enrichisse de leurs observations. Tant qu'ils ne nous rapporteront que des noms, nous n'en serons guère plus avancés. La fonction de recueil est indissociable de la critique du recueil lui-même. Et ce n'est pas, vous le voyez, d'essayer de masquer, autant que faire se peut, les carences de l'information qu'il s'agit, mais au contraire de dévoiler ces carences. Pour Diderot, encyclopédiser, c'est un des néologismes de Diderot. Il aimait beaucoup néologiser, Diderot. Oui. Ma fille m'a grand-périsé. Alors, pour Diderot, encyclopédiser, est tout à la fois transmettre les connaissances et mettre en avant les béances du savoir. Quant à la logique du dictionnaire, elle est en même temps suivie et dénoncée. Je vous lirai un autre article, l'article Aguaxima, dont la description plutôt, est également reprise du dictionnaire de Trévoux. Trévoux, Aguaxima, terme de botanique, c'est une plante qui se trouve au Brésil et dans les îles de l'Amérique méridionale. Diderot, Aguaxima, histoire naturelle botanique. Plante du Brésil et des îles de l'Amérique méridionale. Voilà tout ce qu'on nous en dit. Et je demanderai volontiers pour qui de pareilles descriptions sont faites. Ce ne peut être pour les naturels du pays, qui vraisemblablement connaissent plus de caractère de l'Aguaxima que cette description n'en renferme. Ce n'est pas non plus pour nous, car que nous importe qu'il y ait au Brésil un arbre appelé Aguaxima, si nous n'en savons que ce nom. À quoi sert ce nom? Il laisse les ignorants tels qu'ils sont. Il n'apprend rien aux autres. S'il m'arrive donc de faire mention de cette plante et de plusieurs autres aussi mal caractérisées, c'est par condescendance pour certains lecteurs qui aiment mieux ne rien trouver dans un article de dictionnaire ou même n'y trouver qu'une sottise que de ne point trouver d'article du tout. De quoi s'agit-il ici? De l'obsession de ne rien omettre dans l'enchaînement des connaissances? Non. L'Aguaxima ne sert strictement à rien et laisse chacun à son ignorance. L'Aguaxima n'existe donc dans l'encyclopédie que parce qu'il existe ailleurs. Sa présence est de l'ordre de la compétition éditoriale. Le lecteur de dictionnaire, à l'époque, va d'abord à la liste des mots, compare, constate des présences, des absences et juge de la richesse d'un ouvrage par le nombre d'articles et de mots représentés. Mais on ne saurait borner à cela le propos de Diderot, car la souveraine fonction de ces articles est l'apprentissage de la critique.
elle est de renvoyer dos à dos ces énormes sommes ramassis de mots du type Trévoux et leurs lecteurs, formés à préférer une sottise à une absence. À la recherche du mot Alcatraz, du mot Aguaxima, ces lecteurs auront appris dans l'encyclopédie non pas ce qu'est cette plante improbable ou cet oiseau discutable, mais une forme supérieure de la critique, questionner leur questionnement et même en rire. Face au désir du lecteur, quelle audace ne fallait-il pas pour faire de tels aveux d'ignorance et commencer un article destiné à ce qui s'appelle le dictionnaire universel de la connaissance humaine par la phrase « Il ne paraît pas qu'on sache précisément ce que c'est ». Diderot, dans un autre article de botanique exotique, se moque ouvertement. C'est l'article Aguapa. Trévoux disait ceci. Sorte d'arbre des Indes occidentales dont l'ombre est si dangereuse que s'il arrive à quelqu'un de s'endormir sous cet arbre, il enfle, dit-on, d'une manière extraordinaire. Et si c'est un nègre nu, il crève. Auquel rétorque l'ironie botanique de Diderot. Arbre qui croît aux Indes occidentales, dont on dit que l'ombre fait mourir ceux qui s'y endorment nus et qu'elle fait enfler les autres d'une manière prodigieuse. Si les habitants de ce pays ne le connaissent pas mieux qu'il ne nous est désigné par cette description, ils sont en grand danger. Si la nocivité de l'Aguapa est réputée universelle, les vertus de l'Ambaïba conféraient, elles, l'immortalité. Voici ce qu'écrit Diderot. On attribue à sa racine, à son écorce, à sa moelle, à sa feuille, au suc de ses rejetons, une si grande quantité de propriétés que les hommes ne devraient point mourir dans un pays où il y aurait juste une douzaine de plantes de cette espèce. Mais je ne doute point que ceux qui habitent ces contrées éloignées ne portent le même jugement de nos plantes et de nous quand ils lisent les vertus merveilleuses que nous leur attribuons. Ce regard éloigné, j'emprunte évidemment l'expression à Lévi-Strauss, que le siècle des Lumières a su si bien diriger sur sa propre connaissance, il ne faut pas s'étonner si, se posant sur les croyances religieuses, il les fait apparaître elles-mêmes, qu'il s'agisse des animaux fabuleux de l'islam, qui évoquent assurément les dragons, les anges et les démons du christianisme. Donc, il les fait apparaître comme des formes à peine différenciées de la zoologie exotique. L'article Ankh Megareb. Nom que les Arabes donnent à un oiseau d'une si prodigieuse grandeur qu'ils prétendent qu'il pond des œufs gros comme des montagnes, qu'il enlève des éléphants comme l'épervier des moineaux, que ses ailes, quand il vole, font le fracas d'un torrent impétueux, qu'il vit 1000 ans, qu'il s'accouple à 500 ans, que Dieu, ayant égard à l'imprécation du fils de Safouane, relégua l'épouvantable oiseau ravisseur dans une île inaccessible. Combien d'imbéciles hausseront les épaules en lisant cette fable qui, s'ils descendaient en eux-mêmes, qu'ils revinssent sur leurs propres préjugés, s'apercevraient facilement qu'ils n'ont pas le droit de hausser les épaules. Dans ces articles, aux côtés de la moquerie, de l'ironie, du sarcasme, 3 mots reviennent sans cesse sous la plume de Diderot. Il faut attendre. Il faut attendre. Je cite un de ses multiples articles consacrés à l'ablab, un arbrisseau égyptien. Il faut attendre pour ajouter foi à cette plante et à ses propriétés, que les naturalistes en aient enfin parlé clairement. Un autre article. Il faut attendre que M. Daubenton ait fait usage de sa découverte, etc. Il faut attendre. La recherche du savoir est indissociable de la patience, c'est-à-dire d'une confiance raisonnée dans le travail de découverte. Certes. Un auteur aussi critique s'expose lui-même à la critique, car en mettant en doute l'existence même des êtres désignés par les noms,
il s'expose en fait lui-même à l'épreuve du temps, c'est-à-dire à l'épreuve des découvertes et de l'enrichissement du savoir. Ce risque, Diderot l'a encouru. Et la suite des découvertes viendra apporter bien des démentis aux suspicions diderociennes. Je ne vous en donnerai qu'un exemple. Le plus impressionnant. Le plus impressionnant concerne un certain arbre, la barrie. En 1751, donc au volume 1, Diderot avait écrit un très bref article à Bari, qui disait ceci. Grand arbre d'Éthiopie qui porte un fruit semblable à la citrouille. Voilà ce qu'on en sait, et c'est presque en être réduit à un nom. 10 ans plus tard, ce n'est plus un voyageur, c'est le grand botaniste Adanson, de retour du Sénégal, qu'il avait longuement exploré à ses frais, qui rapporte de cet arbre une longue et passionnante description qui parut en 1761. De fait, la barrie n'est rien d'autre que le baobab qu'Adanson découvre et qu'il décrit. Abavi est le nom égyptien du baobab auquel quelques botanistes modernes, y pense à Linné, ont donné le nom d'Adansona ou d'Adansonia, en hommage évidemment à son découvreur, auquel nous avons cru devoir restituer son nom du pays, baobab. Le passage du temps marque ici le renouvellement des connaissances, en même temps qu'il nous renvoie à cette perpétuelle caducité du savoir que Diderot avait parfaitement pressenti. Que l'histoire naturelle ait offert au philosophe l'occasion d'exercer sa vigilance critique et son ironie, et que cet exercice suivi l'ait parfois conduit sur des voies périlleuses jusqu'à mettre en doute l'existence de ce qu'on apprendra plus tard être un des plus grands arbres du monde, il ne s'était en tout cas pas fourvoyé en assignant à l'encyclopédie, et peut-être à tout recueil de connaissances, la mission, je cite, d'apprendre aux hommes à douter et à attendre. Alors, on chercherait en vain dans l'encyclopédie une pensée unifiée, sinon uniforme, un système général ou une autorité indiscutée. Et de cette œuvre à laquelle ont collaboré des esprits si divers, des sceptiques, des déistes, des athées, des croyants, protestants, catholiques, voire de très pieux abbés, jaillit une véritable polyphonie. C'est bien en quoi, au-delà des erreurs, des précautions, des contradictions qu'on peut parfois y trouver, l'encyclopédie témoigne de ce que furent les Lumières. L'appétit de savoir, la liberté de penser, le goût d'inventer et la nécessité de douter. Et il émane souvent de ces pages réputées austères, de nos jours, une sorte d'impatience allègre, aux antipodes de la dérision, des abusés, ou des tristes unions positivistes du savoir et du sérieux. Elle fut bien, comme le disait Diderot, la tentative d'un siècle philosophe. Dans sa postérité immédiate, l'encyclopédie connut un supplément auquel Diderot ne voulut pas participer, une table des matières publiée en 1776, de nombreuses éditions en Italie, notamment en Toscane, des éditions annotées, c'est-à-dire cum notis, c'est-à-dire qui rétablissent en bas de page les dogmes qui peuvent être égratignés dans les colonnes plus haut. Donc à Lucques, à Lucca, à Livourne, une refonte protestante en Suisse, à Yverdon, puis la grande encyclopédie méthodique de Pankouk, qui parut entre l'Ancien Régime et l'Empire. Et au XIXe siècle, évidemment, les grandes descendances de l'encyclopédie, c'est d'abord les monuments, c'est-à-dire la description de l'Égypte sous l'Empire, sous l'Empire, c'est l'expédition du général Bonaparte, mais enfin, c'est publié sous l'Empire, et surtout le grand dictionnaire de Pierre Larousse. Alors, à l'heure d'Internet,
puisque je pense que nous allons en parler, l'encyclopédie semble dans une certaine mesure curieusement contemporaine. Elle offre un véritable parcours interactif grâce au jeu de renvoi entre articles dont nos liens hypertextes sont dans une certaine mesure l'avatar électronique. Contemporaine aussi dans sa volonté de questionner et de décloisonner les savoirs, de viser à une communication universelle. Et sans doute dépasse-t-elle en partie notre temps, par sa capacité à rendre, dans une langue limpide, le savoir accessible à ceux qui le recherchent et par son projet même, auquel seul donne sens le souci du genre humain et de son avenir. Je vous remercie de votre attention. Merci. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, c'est votre tour. La parole vous est non seulement accordée, c'est un bien vilain mot, mais la parole est à vous. Posez des questions sur Diderot, sur l'exposé. Allez-y, je vous en prie, ne me laissez pas tout seul allumer les mèches comme d'habitude. Allez-y, je vous en prie. Il n'y a pas de candidat? Ah, qu'est-ce que dit Diderot à mutisme, il dit quoi? Oui, attendez, madame, il va falloir que vous incliniez l'appareil là, et que vous appuyiez sur le bouton rouge. Voilà. Oui. Et que vous parliez bien fort quand même. Voilà. Lorsque vous parlez du dictionnaire de Furetière et des dictionnaires de Trévoux, j'ai tout simplement pensé au dictionnaire de Littré et je ne sais pas à quel moment il se situe chronologiquement, le dictionnaire de Littré dans le temps, à quel moment il s'inscrit. Oui, au siècle suivant. Hein. Littré, c'est le grand dictionnaire du XIXe siècle, plutôt de la dernière moitié du XIXe siècle. Alors que le Furetière est publié en 1690, d'accord, donc fin du XVIIe. Le Trévoux, le premier Trévoux est publié en 1704, donc au tout début du XVIIIe siècle, mais celui qui a servi aux encyclopédies. À l'époque, les dictionnaires, surtout un dictionnaire comme le Trévoux, qui, avant l'encyclopédie, règne totalement. C'est un dictionnaire hégémonique. C'est le dictionnaire que l'on rencontre en France. Ces dictionnaires ont plus du tout ce que nous considérons comme étant un dictionnaire aujourd'hui. Pour nous, un dictionnaire, c'est un outil, quoi. On l'ouvre, on cherche un mot, une conjugaison, on cherche vérifier un sens, et puis voilà. À l'époque, les dictionnaires, qui sont encore une fois des ouvrages de type neuf, de type nouveau, et c'est pour ça qu'ils acquièrent d'ailleurs cette fonction extraordinaire, c'est qu'ils servent aussi à apporter des informations. Ils résument pour le lecteur. Il y a deux types de formations de ce type, ce sont les dictionnaires et les journaux. Les journaux, pas au sens où nous l'entendons, il n'y a pas de quotidien, mais les journaux savants. C'est-à-dire que c'est ce sont des ouvrages dont la fonction est de lire pour le lecteur, c'est-à-dire de résumer, de parler des nouveautés, de résumer et de transmettre une information résumée. Alors, pour vous répondre plus précisément, donc Furetière 1690, dictionnaire de Trévoux 1704, et puis ensuite il va y avoir toute une série de dictionnaires de Trévoux qui, à peu près tous les 15 ans, si vous voulez, connaissent une nouvelle édition augmentée. Pour vous en donner une idée, la première édition, comme celle du Furetière, fait 3 volumes. La dernière édition du Trévoux en fait 8. Donc vous voyez comment on avance au fur et à mesure du Petite temps. question à propos de ce dictionnaire Trévoux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, enfin les étudiants ou nous-mêmes, enfin un kidam peut le trouver en... Oui, écoutez, venez me voir à Nanterre, il est dans mon bureau. Oui, d'accord. Mais... Non, hormis cette démarche... C'est une plaisanterie. C'est un peu comme l'encyclopédie, si vous voulez, c'est un ouvrage qu'on trouve dans les bibliothèques. Il est sur Gallica, pour ceux qui le cherchent, on le trouve sur Gallica, avec évidemment le problème de Gallica qui est que
on ne peut pas faire de recherche plein texte, donc on ne peut faire que feuilleter et chercher. Vous voyez comment ça se passe, hein, c'est une recherche en mode image uniquement, donc c'est un petit peu. Mais bien sûr, il est tout à fait accessible. C'est succulent quand même, c'est assez intéressant. Mais si vous voulez, il y a une chose tout à fait formidable dont je ne vous ai pas du tout parlé. Alors, du coup, puisque j'ai la parole, vous pensez bien que je ne vais pas la lâcher. Et qui est que quand Furetière a écrit son dictionnaire universel, premier dictionnaire universel, Furetière était un académicien. Et donc, depuis Richelieu, les académiciens avaient comme tâche première, les académiciens de l'Académie française, l'Académie royale française, comme tâche d'écrire un dictionnaire. Ils y sont toujours, hein, d'ailleurs. Ils y sont toujours. Mais la première édition de ce dictionnaire a mis plus de 50 ans. Pourquoi? Parce que, alors, il faut lire ce que Furetière écrit, lui qui était membre de l'Académie, et qui, au bout d'un moment, ne pouvait plus supporter ses collègues. Il faut lire comment Furetière vous raconte les séances de l'Académie avec les académiciens qui jouent quasiment à la bataille navale, enfin bon. Et puis quand ils se battent à coups de dictionnaire parce qu'ils ont emmagasiné. Bon, bref. Et évidemment, le travail n'avance pas. Ils sont toujours à la lettre E. Je crois qu'ils sont à la lettre D. Aujourd'hui. Non, à l'époque. 50 ans après, ils sont encore à la lettre Là, ça serait vraiment très lent. Quoi. Non, on est quand même à la 8e édition là, du dictionnaire de l'Académie. Bon. Et pourquoi? Parce que voilà, la fameuse critique de l'Académie, c'est les jetonniers. Hein. Les académiciens sont payés au jeton de présence et que donc il faut y aller. On est obligé d'y aller pour gagner quelque chose, mais on n'est pas obligé de travailler. Bon. Donc, oui, la tradition d'incompétence et de paresse de l'Académie vient de là. C'est bien pour ça que Diderot nous dit, ce que je vous ai cité tout à l'heure, hein, une encyclopédie ne s'ordonne pas. Oui. Il faut que ce soit cet intérêt qui nous lie et qui est un intérêt pour le... Je vais vous relire la phrase parce qu'elle mérite quand même d'être... Mettez bien votre micro que vous avez bruyamment. Attendez. Oui, vous avez raison, je vais mettre mon micro. Voilà la phrase. Hein. Occuper chacun... Alors donc les talents épars. Occuper chacun de sa partie et lié seulement par l'intérêt général du genre humain et un sentiment de bienveillance réciproque. Évidemment, ça change beaucoup les choses. Donc, Furetière en avait largement assez d'attendre l'éventuelle arrivée au monde de ce dictionnaire. Et donc, il décide d'écrire tout seul un dictionnaire. Et il écrit donc tout seul, il travaille pendant plusieurs années évidemment, ce fameux dictionnaire universel. Oui, bien sûr. Ce fameux dictionnaire universel. Et le jour où il est prêt, le bruit se répand que Furetière a écrit un dictionnaire, et alors là, c'est le scandale. Pourquoi? Parce que les académiciens avaient le privilège royal du dictionnaire. Nul n'avait le droit en France d'écrire un dictionnaire, hormis les académiciens. Donc le malheureux se trouve en but à tous ses collègues et se trouve surtout en but à l'interdiction royale d'imprimer. Il est donc obligé de s'enfuir en Hollande, où par chance, si on peut dire, grâce, si on peut dire, aux persécutions qui ont touché les protestants, se sont réfugiés à Amsterdam une foule d'intellectuels, nous dirions aujourd'hui, d'hommes de lettres, mais surtout d'éditeurs, d'imprimeurs. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à l'époque, Amsterdam, enfin la Hollande, est une des plus grosses places de l'imprimerie. Beaucoup d'ouvrages, énormément d'ouvrages proscrits en France s'impriment là-bas. Donc Furetière fait publier son dictionnaire là-bas, en Hollande. En fait, c'est Pierre Bayle, le grand historien, auteur du dictionnaire historique et critique, qui prend en charge cet ouvrage, qui le fait publier puisque Furetière meurt. Et du coup, ce dictionnaire de Furetière reste entre les mains des protestants hollandais, qui vont lui donner une augmentation 10 ans plus tard, en 1701. Mais ils le calvinisent. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail de la calvinisation, mais par exemple, ils font entrer le mot intolérance, qui n'existait pas dans le dictionnaire de Furetière. Ils font entrer le mot dragonnade, qui évidemment n'existait pas dans le dictionnaire de Furetière, etc., etc. Bon. Et chaque fois qu'il est question de
d'un rite quelconque de la religion catholique, ils disent à Rome ou chez les papistes, ce qui évidemment n'était pas. Alors, quand ce dictionnaire a un succès extraordinaire, parce qu'on attend toujours le dictionnaire de l'Académie française pendant ce temps-là, quand les jésuites de Paris se rendent compte du succès fabuleux de ce dictionnaire, ils décident, puisque le dictionnaire est en principe interdit en France, il circule sous le manteau, mais comme c'est un dictionnaire protestant, donc ils décident d'écrire à leur tour un dictionnaire. Alors que font-ils? Ils prennent ce dictionnaire de Furetière, revu par, si vous voulez le nom de son auteur, il s'appelait Banage de Beauval, revu par Banage de Beauval, donc un ami de Bayle, et ils en donnent une version recatholicisée. C'est-à-dire qu'ils suppriment intolérance, ils suppriment dragonnade, etc. Et chaque fois qu'on voyait chez les papistes, on supprime les papistes, etc. Et ce dictionnaire, évidemment, a un grand succès aussi, parce que lui il est licite. Il peut circuler en France. Bon. Alors, à partir de là, commence une véritable guerre des dictionnaires entre les protestants, les Français réfugiés en Hollande et les jésuites de Paris. Et comme ça, on va avancer jusqu'aux années 1720. Alors, à un dictionnaire, à une nouvelle édition jésuite, répond une nouvelle édition protestante, etc. Jusqu'aux années 1727, où là, les protestants abandonnent. Pourquoi? Parce que le Trévoux, alors là, est devenu vraiment un très grand dictionnaire. Il y a un jésuite qui s'appelle Étienne Soussiet, qui est le bibliothécaire du collège Louis le Grand, et qui est en plus de cela, donc il a une bibliothèque évidemment à sa disposition, et remarquable, et en plus de cela, c'est lui qui, très souvent, édite les livres des missionnaires jésuites au Japon. Donc il a aussi là une mine de connaissances exotiques de première main. Et son dictionnaire, le dictionnaire le Trévoux de 1721, était évidemment un dictionnaire magnifique, 5 volumes, remplis de choses que les dictionnaires antérieurs ne connaissaient pas. D'où son succès en Angleterre, d'où Chambers, dont je parlais tout à l'heure, qui le traduit et qui, lui, alors, l'anglicise, dans tous les sens du terme, puis lui apporte surtout un très grand renouvellement sur le plan scientifique, parce que Chambers est un newtonien, et que donc là, il fait vraiment place aux découvertes de Newton, et ça change aussi la forme même, si vous voulez, du dictionnaire. Voilà. Et puis, voilà, ce dictionnaire revient en France, et puis, voilà. Et quand les encyclopédistes publient leur premier volume, il est certain que la première très violente attaque vient des jésuites. Pour ma part, je pense que il n'y a pas du tout qu'une question philosophico-politique, religieuse. Je pense qu'il y a une compétition éditoriale énorme. Vous avez compris que nous sommes là dans des affaires éditoriales, dans des affaires de librairie énormes. Ce sont des capitaux très importants. Et le dictionnaire de Trévoux était totalement hégémonique, et voilà que l'encyclopédie vient remettre tout cela en cause. Et alors c'est peut-être aussi la métaphore d'un autre type de dépossession, parce que les jésuites, c'est l'ordre scientifique par excellence. C'est peut-être la métaphore d'un autre type de dépossession aussi, mais je pense que cette guerre commerciale, si vous voulez, cette guerre éditoriale a joué un rôle très important. Et donc, pour en finir avec cette réponse qui n'en finit plus, donc 1704, donc le premier Trévoux, 1721, puis 1743, et celui qu'utilisent les encyclopédistes, c'est celui de 1743 pour les premiers volumes, et celui de 1752 pour les volumes suivants, puisqu'eux commencent à publier en 1751. Donc, quand ils en sont à la lettre C, si vous voulez, donc en 53, ils peuvent se servir de ce dictionnaire de 52. Interro surprise. Alors, le littré, c'est quelle date 19e. Je ne saurais pas dire la date exacte, mais je sais que c'est un dictionnaire de deuxième moitié du 18e. Je crois que nous avons une question là-haut. Oui, monsieur. Oui, bonsoir et merci. Oui, je vous en prie. Une question assez terre-à-terre et une un petit peu plus peut-être philosophique. On voit que Diderot a cherché à faire à la fois omniscience, à réconcilier l'intellect et le manuel par les métiers et les arts. Quelle leçon on a pu en tirer quand on voit dans notre monde autant de fossés entre les intellectuels dits possesseurs d'intelligence
à opposer à nos manuels dont on manque cruellement en ce moment? Et d'autre part, qui a acheté l'encyclopédie à l'époque et comment s'est-elle vulgarisée parmi le peuple pour aboutir à 1789 et à la suite, puis à notre République quelque part? 3 questions dans la même, là. Oui, je vous remercie. Très rapidement, parce que bon, pas de point de vue historique aussi j'ai pas de compétences aussi suffisantes pour répondre de façon précise et fine à votre question. Je dirais simplement que ce fossé dont vous parlez, bon, je dirais ces générations auxquelles nous appartenons en sont peut-être très responsables. Moi, j'ai été pendant assez longtemps élève et puis ensuite enseignante dans un lycée, comme on appelait à l'époque, le lycée classique, moderne et technique de Paris. Et dans ce lycée, il y avait aussi bien, qui était sous la protection d'Ampère, il y avait à la fois des classes techniques, puis des classes de philosophie et des classes de mathématiques, etc. Et je pense que, il me semble que cette coupure terrible, cette dichotomie absolue que nous vivons aujourd'hui n'a fait qu'empirer, mais je ne suis pas totalement sûre qu'elle ait eu une, disons, enfin, que ses racines, si vous voulez, remontent très loin. Bon, après, évidemment, il y a des différences de classe, il y a des différences de statut social, ce sont des évidences. Hein. Mais quand vous voyez, par exemple, la prolifération des écoles d'ingénieurs, des écoles de... On se rend compte quand même qu'au moment de la Révolution et après la Révolution, même sous l'Empire, il y a eu tout ce travail qui a été fait, qui a été porté en direction de l'enseignement technique. Bon, maintenant, là, c'est peut-être pas une réponse. Et la deuxième question, excusez-moi, j'ai oublié ce que c'était. Oui, vous voulez reformuler votre deuxième question, Oui, parce que j'ai eu du mal à l'époque, qui achète ou souscrit et comment se vulgarise l'encyclopédie pour aboutir quelque comment part comment elle à circule 1789, oui. comment elle circule? Écoutez, on sait qu'il y a eu, au départ, il y a eu 4000 souscripteurs. 4000 souscripteurs, ce qui est beaucoup. Mais surtout, ce qu'on sait, c'est qu'au-delà de ces 4000 souscripteurs, l'ouvrage a eu un tel succès dès le début. Le scandale joue aussi un grand rôle, évidemment, dans l'intérêt pour l'ouvrage. Bon. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que ça ne suffisait pas. 4000 souscripteurs, c'est-à-dire que le premier tirage de l'ouvrage était de l'ouvrage, enfin, du premier volume, puisqu'on est bien d'accord que chaque volume sort séparément année après année. Donc le premier volume était encore en train de circuler, c'était le premier tirage, que les libraires ont été obligés, la demande, si vous voulez, les a amenés à publier d'autres tirages alors que le premier n'était pas encore totalement écoulé, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore arrivé entre les mains de tous les souscripteurs. Ça, on le voit très bien parce qu'il suffit de faire un peu de bibliographie matérielle et on voit comment il y a des tirages différents à partir de la première édition, enfin des états plutôt différents. Ce qui est certain, c'est que, voilà, vous avez vu la taille de la chose. Donc, c'est un ouvrage effectivement, qui ne se trouvait pas facilement, enfin, qu'on ne transportait pas facilement. C'est d'ailleurs en critiquant cela que Voltaire a fait son dictionnaire philosophique, en disant, mais non, c'est Voltaire qui lance l'idée qu'il faut des ouvrages de poche. Parce que, bon, ça, c'est insupportable. Qui peut promener ça, bon. Donc, lui, il lance son dictionnaire de poche, un dictionnaire philosophique. Voilà, c'est un petit bouquin. Donc, ça ne répond pas à votre question, mais ça vous indique simplement destiné à vous indiquer qu'il y a une circulation très grande de l'ouvrage à l'époque. Deuxième chose, on lit beaucoup dans les cabinets de lecture. C'est une forme que nous avons plus ou moins perdue, mais c'est un tout petit peu la bibliothèque de quartier, si vous voulez. On lit dans les cabinets de lecture, donc on lit l'encyclopédie. On sait que certains lecteurs ont lu l'encyclopédie du début à la fin, puisqu'on a retrouvé des exemplaires de l'encyclopédie, notamment on a retrouvé un en Bretagne, il y a une vingtaine d'années, annoté. Par la même personne?
Oui, 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 le possesseur de la propriétaire bon, a annoté dizaines de volumes, sa petite écriture en marge, d'accord, pas d'accord, c'est pas vrai, ou c'est vrai, ou ajoutant, bon, bref, des annotations de lecteurs assidus. Alors enfin, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que à partir de cette encyclopédie, il y a eu tout un tas de petits ouvrages qu'on appelle des esprits, vous savez, esprits de l'encyclopédie. Alors ce sont des sortes de, comment dire, ce ne sont pas des anthologies, parce que ça ne reprend pas l'article intégralement, ce sont plutôt des résumés, si vous voulez, des résumés de l'encyclopédie. Alors, pas tous les articles, mais des grands articles. Voilà. Alors, un article qui fait, mettons, je ne sais pas moi, 12 colonnes, vous voyez, vous ne pouvez pas le voir, mais c'est un ouvrage qui est publié sur 2 colonnes par page. Un article qui fait 12 colonnes peut être résumé en une page, en une petite page. Et je pense que ça a été vraiment très important dans la circulation des idées encyclopédiques. Et enfin, dernière chose, il y a un journal qui s'appelle le Journal encyclopédique, qui est édité à Bouillon, donc hors de France, et qui circule beaucoup, et édité par un journaliste qui s'appelle Pierre Rousseau, et qui a pour fonction, en fait, de défendre l'encyclopédie dans la guerre, des libelles, des pamphlets, etc. Et qui publie des sortes de résumés, de digest, si vous voulez, des articles de l'encyclopédie. Donc, je pense que tout ce circuit, si vous voulez, de résumés dû jouer certainement un rôle important dans la diffusion des idées, en tout cas. Enfin, toujours au sein d'une certaine classe sociale, quand même. C'était difficilement accessible aux petites gens. Oui, mais ça, c'est le problème de l'histoire des idées au XVIIIe et puis de la période pré-révolutionnaire, quoi. Oui, bien sûr. Parce que, oui, en même temps, n'oublions pas, oui, c'est tout à fait vrai, évidemment, vous avez absolument raison, mais d'un autre côté, pour ce qui concerne les campagnes, etc., mais n'oublions pas qu'à Paris, la domesticité, comme on dit, lit. Lit, et lit beaucoup. Des tas de récits du XVIIIe siècle qui vous montrent des laquais qui sont assis là derrière le banc et en train de lire. Le mariage de Figaro nous le dit bien aussi. Là, autre chose. Mais pas de questions dans la salle vidéo? Non, pas encore. Oui, madame, bonsoir. Voilà. Oui, bonsoir. Je me rappelle de mémoire avoir lu que dans la visée, notamment des volumes de planches, alors je ne sais pas si c'est Diderot ou d'Alembert, c'était pour remédier à la disette de mots et à la prolifération de synonymes. Ma question est, est-ce que l'encyclopédie n'a pas aussi contribué à l'institutionnalisation du français national? On a parlé de la Révolution, donc laissant la porte à l'abbé Grégoire, mais au détriment justement des régionalismes. Donc ma question, c'est, y a-t-il des régionalismes dans l'encyclopédie? Alors d'abord, vous avez absolument raison d'insister sur la question. On a eu, au mois de juin, on a fait une réunion comme ça, un colloque au Musée des Arts et Métiers à Paris sur la langue technique, justement. Pardon. Et en particulier sur tout ce vocabulaire technique que Diderot a pu recenser d'abord, recueillir, parce qu'il n'était pas écrit, c'était le vocabulaire des ateliers, et la liaison avec l'abbé Grégoire dont vous parlez. Pour vous répondre précisément, y a-t-il des régionalismes dans l'encyclopédie? J'ai envie de vous dire oui, mais pas très volontairement. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'articles, par exemple d'agriculture, l'enquête, quand elle a été menée, ou l'entretien avec des fermiers généraux, il ne faut pas s'imaginer qu'ils allaient voir les paysans dans le fin fond des fermes, pouvait faire état, effectivement, pouvait faire surgir du vocabulaire lié à telle région, à tel pays, etc. Ça, oui. Donc, vous pouvez trouver ces termes-là. Et c'est la même chose, je dirais, pour les métiers. Mais en général, les enquêtes se passent autour de Paris. Donc, par ailleurs, je pense qu'à l'époque, le régionalisme, si vous voulez, est très mal
non seulement mal vu, mais c'est même un combat pour l'unification. C'est quand même des grands combats de l'unification, hein, d'avoir un parler, d'avoir une mesure de poids, une mesure de... Bon, et Diderot, par exemple, qui réclame voilà, qu'il y ait enfin quelqu'un qui nous dise, quand on dit petit, qu'est-ce que ça veut dire petit en termes d'atelier? Il y a un article bas, par exemple, dans l'encyclopédie. Qu'est-ce que ça veut dire bas? Quand un ouvrier me dit, ou un chef de chantier me dit, oui d'accord, mais là, il faut que le rouage soit bas. Qu'est-ce que ça veut dire bas? Évidemment, puisqu'on n'a pas de mesure, on n'a pas de langue commune pour s'entendre. Bon, que veut dire bas? Un clocher peut être bas par rapport à une enseigne qui est encore, qu'on va estimer haute alors qu'elle est plus basse que le clocher. Voilà. Donc c'est toute la question de ce qu'il appelle les termes relatifs. Donc il y a au contraire une tendance à essayer de trouver une unité, c'est-à-dire véritablement quelque chose qui permette une transmission, un échange plus exactement entre gens qui, ça c'est quelque chose qui revient aussi souvent chez Diderot, non seulement la disette de mots mais les synonymes. L'un appelle ça l'un appelle ça un cran, l'autre un écrou, l'autre bon. Ne pourrait-on pas, etc. Donc, je crains que, pour répondre à votre question, c'était plutôt dans l'autre sens que soient allés les efforts. Je crois que nous avons une question en salle vidéo. Oui, bonsoir monsieur ou madame, je ne vous vois pas pour l'instant. Bonsoir. Je ne vous vois plus du tout, mais va-t-on vous écouter? Allez-y. On me demande de me lever. Bonsoir. Quelques précisions sur les souscriptions. Ces 4000 souscripteurs, est-ce qu'on sait quelque chose sur la répartition sociologique et la répartition géographique de ces souscripteurs? Et par ailleurs, qu'est-ce que représentaient les souscriptions? Qu'est-ce que coûtait ce genre d'édition? Qu'est-ce que ça pouvait représenter dans le budget d'un honnête homme du XVIIIe siècle? Alors, allez-y, allez-y, pareil. Oui. Bon, ça pouvait. Il y a eu de belles études, je ne veux pas vous les citer de mémoire, qui ont été menées par Jacques Proust, qui a été le premier grand chercheur français sur la question de l'encyclopédie de Diderot et de l'encyclopédie, et qui était montpelliérain, enfin, d'adoption, et qui a fait de grandes études, de grandes enquêtes sur les souscripteurs dans la région de Montpellier. Et c'est une des sources de notre savoir sur la question. Alors c'est limité, évidemment, c'est limité géographiquement, mais c'est tout à fait intéressant. Vous pouvez d'ailleurs lire ça, les encyclopédistes dans le Bas-Languedoc, l'encyclopédie dans le Bas-Languedoc, c'est un ouvrage tout à fait intéressant. On sait que ça représentait à peu près, si vous voulez, ce que pouvait représenter une année d'opéra et de sorties du type Grand Théâtre parisien, enfin les lieux où pouvaient se rendre les gens. Donc c'était cher, certes, évidemment, mais ce n'était pas de l'ordre ça ne nécessitait pas une fortune. Ça ne nécessitait pas une fortune, véritablement. D'autant que souscription disait bien, enfin comme aujourd'hui encore, en principe en tout cas, c'est-à-dire qu'on l'achète un peu moins cher que ce qu'elle est censée coûter le jour où la souscription est achevée. Qu'est-ce que ça nous dit sur le public? Ça nous dit, je crois, ce que nous savons, hein, savoir qu'effectivement, l'encyclopédie a été lue par des gens aisés, oui, la bourgeoisie d'Ancien Régime, mais aussi, bon, ça, les contradictions, nous les connaissons aussi, mais aussi un certain nombre de gens de la cour, un certain nombre de nobles on a pu, si vous voulez, retrouver dans les bibliothèques, ce qui est un des grands apports de l'histoire des bibliothèques, on a pu retrouver des exemplaires dans de nombreuses bibliothèques, y compris dans des bibliothèques non seulement dans des bibliothèques de notables, mais aussi de nobles du XVIIIe siècle. J'ai une question, nous avons une question là-bas. Monsieur, madame, je ne vous vois pas. Où êtes-vous? Voilà, bonsoir madame. Non? Oui. Peut-être pas assez.
Alors, Alors, je vais me permettre de répéter la question parce que je crois qu'elle a été peut-être difficile à diffuser ailleurs. Existe-t-il des équivalents dans d'autres cultures que la France? C'est l'essentiel de votre question, je crois, madame. Et j'ajouterais que nous avons reçu récemment Ahmed Djebar, qui est un spécialiste des sciences arabes, et qui nous parlait d'un ouvrage qui est, je crois, alors de mémoire, pardon, hein, ça doit être je l'ai noté tout à l'heure, je pense ne pas trop me tromper, c'est le Kitab Tabakat de Alouman de Saïd al-Andalus, qui a été, je crois, qui a précédé l'encyclopédie enfin, à moins que je ne me trompe dans mes calculs, d'au moins 1000 ans, et qui avait une vocation, là aussi, encyclopédique, de faire une somme des savoirs de l'humanité à l'époque. Alors, y a-t-il d'autres, à l'époque contemporaine de Diderot, d'autres tentatives et finalement, quand on repense à cette œuvre de Saïd al-Andalus, c'est un peu tardif en Europe quand même. Que pensez-vous de ces deux questions-là mêlées, s'il vous plaît? Pour ce qui concerne la planète, je suis incapable de répondre. Hein. Je ne peux parler que du domaine européen que je connais un peu. Non, à l'époque où est publiée l'encyclopédie, il n'y a rien de tel qui se prépare ailleurs, tout simplement parce qu'il y a eu des ouvrages précurseurs, que l'encyclopédie parvient à un moment donné à être ce qu'elle est, hein. Mais en revanche, elle sera extrêmement imitée par la suite, etc. Maintenant, donc c'est une véritable spécificité, si vous voulez, des années 50. Bon. Mais encore une fois, à condition de se souvenir qu'elle a, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, elle a des antécédents, si vous voulez, parmi les dictionnaires universels, etc. Maintenant, quant à l'ouvrage andalou dont vous parlez, enfin, oui, vous avez tout à fait raison, mais le terme encyclopédie lui-même, oui, si vous voulez, a une histoire. Hein. Et bon, il y a eu par exemple Isidore de Séville, hein, d'ailleurs c'est la même culture, oui. Isidore de Séville qui a tenté lui aussi d'écrire l'ouvrage du monde. Et il y a eu pendant toute une grande partie, enfin, il y a eu pendant le Moyen-Âge une partie des clercs, des savants médiévistes, qui ont tenté des recueils de savoir tendant à réunir l'ensemble des connaissances scientifiques de l'époque. Alors évidemment, avec d'autres ambitions, avec d'autres surtout, avec le surgissement d'autres sciences que celles qui sont répertoriées dans l'encyclopédie, par exemple, sur le modèle de Pline, vous voyez, c'est-à-dire essentiellement la botanique, hein, la minéralogie, les materia medica, comme on disait, c'est-à-dire tout ce qui peut concerner l'usage des plantes, donc le soin du corps, les mathématiques, bien sûr, la géométrie. Mais évidemment, on n'y recueillait pas. Bien sûr, l'alchimie, hein, la recherche de la pierre, bien sûr. C'est comme cette vision, enfin cette volonté. On dirait, peut-être, est-ce que c'est un anachronisme là, mais cette volonté encyclopédique, elle est d'abord matérialisée par Diderot quand même, enfin par Diderot d'Alembert et les encyclopédies. Vous savez, le mot encyclopédie en français, il monte à Rabelais. Et le mot encyclopédie, oui, dans la langue française, enfin l'attestation oui, écrite, oui, oralement nous n'en savons rien, on la trouve dans Rabelais, on la trouve dans Pantagruel, voilà, bon. Et le mot encyclopédie, dans son premier sens, en tout cas, tel qu'il est répertorié, consigné dans l'écrit, dans les dictionnaires notamment, le mot encyclopédie, premier sens, ça signifie la science universelle. Hein. C'est pas un ouvrage, l'encyclopédie, du tout. C'est la science. Posséder l'encyclopédie. Ça ne veut pas dire avoir ses livres, pas du tout. Ça veut dire posséder la science universelle. Donc, c'est une abstraction, en quelque sorte. C'est un schéma mental. J'aimerais, pardonnez-moi, là, j'aimerais poser une question. Quels ont été les rapports de Diderot avec des gens qui apparemment n'auraient pas été très favorables à son entreprise,
en particulier le compagnonnage, les ordres de compagnonnage, etc. Dans la mesure où Diderot, finalement, divulguait précisément des pratiques, des techniques, et qu'on connaît tous ces ordres, quel que soit leur mérite, pour être plutôt en rétention d'informations. Hein. Tout à fait. Tout à fait, vous avez raison de le signaler. On a presque envie de dire, heureusement pour lui, il était parisien et quasiment anonyme. Oui. Parce que vous avez tout à fait raison. Mais vous savez que je ne sais pas s'il y a eu des manifestations de compagnons ou de maîtres contre Diderot. En revanche, il a été extrêmement attaqué par, en tout cas, les représentants, si vous voulez, de ces ordres-là, pour avoir justement divulgué les secrets d'atelier. Voilà. Il y a de véritables polémiques autour de cette question. Et Diderot, d'ailleurs, dans l'article Encyclopédie, répond en disant vous ne pouvez pas être copains, quoi, hein, quand même. Ah, certainement pas. Non, certainement pas. Et son argumentaire repose sur ce que j'ai un petit peu souligné déjà tout à l'heure. Ils ne savent pas que dans moins, je ne sais plus exactement la formule qu'il emploie, que dans moins de temps qu'il ne faut pour le dire, enfin quelque chose comme ça, hein, le nom français qui demeurera éternellement dans l'histoire sera en vain cherché sur la face de la planète. Autrement dit, nous allons disparaître. Et vous attachez plus d'importance à votre misérable existence qu'à l'utilité de ce que nous avons à rendre. Donc ce sont des points de vue visiblement à peu près inconciliables. Quoi. On l'a dit aussi, très entouré de francs-maçons. Oui, ça c'est parce que Voltaire était franc-maçon et que pas beaucoup que lui, de... dans les copains quand même. Oui. Non, il y a eu beaucoup d'études sur cette question, d'autant que l'auteur anglais l'était, Chambers, et que les premiers, ceux qui ont tenté au départ de traduire l'encyclopédie en français, étaient eux-mêmes francs-maçons, et que ça a été au départ véritablement une entreprise animée, si vous voulez, par l'esprit franc-maçon, justement, divulgation des techniques, etc. Pour ce qui concerne Diderot, visiblement, non. Son athéisme était suffisant pour l'empêcher d'appartenir à un groupe. C'était un peu comme Brassens, à partir de 3, c'est une bande. On peut dire ça, peut-être, oui. J'ai pas dit le mot. Hein. Non. Y a-t-il encore d'autres questions, là, s'il vous plaît? Allez-y, peut-être dans la salle du bas. Non. Alors, j'aimerais... Oui, pardon. Vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Manifestez-vous. Oui, monsieur, voilà. Et vous savez, quand on est là, c'est un peu diffus. Je vous écoute, on vous écoute. Merci. Vous avez, je crois, fait allusion au web. Et je voudrais que vous précisiez les analogies, les similitudes et aussi, bien sûr, les différences entre l'esprit de l'encyclopédie et le web actuel. Et le web, le Wikipédia, etc. Oui, il y a les liens. Tout à l'heure, chacun y va de son petit commentaire. Ça ressemble beaucoup à Wikimachin, là. Hein, donc, allez-y, je vous en prie, répondez. Je ne sais pas si j'ai une réponse plus autorisée que la vôtre, monsieur. Je ne crois pas. En tant qu'utilisatrice comme vous, je peux faire à peu près, je pense, les mêmes constats que les vôtres. Je dirais que... qu'est-ce qu'on pourrait dire qui ne soit pas trop plat? On peut comparer ce que fait le Wikipédia. Hein, voilà, je n'ai pas très longtemps, je crois que c'est le créateur de Wikipédia, etc., qui a rendu hommage à Diderot en disant Diderot et moi, bref. Et alors, il est certain que, vu de loin, enfin, on a quelque chose de commun. Hein, la volonté de rendre accessible le savoir à tous. Et l'outil électronique est fabuleux. Sur ce plan-là, regardez la différence avec ça. C'est évident qu'il est gagnant. Rapport à Wikipédia, je dirais une chose évidente. Si on compare les collaborateurs de Wikipédia, les collaborateurs souvent anonymes de Wikipédia avec les collaborateurs de l'encyclopédie, il y a une chose évidente, c'est que dans un cas, on s'est adressé, comme je le disais tout à l'heure, on s'est adressé aux savants, c'est-à-dire aux spécialistes des domaines,
et à charge pour eux ensuite d'assumer leur article. Hein. Diderot et d'Alembert le disent. Nous n'intervenons pas dans les articles de nos collègues. Ils en sont responsables et pour rien au monde, nous n'intervenons. Quand ils ne sont pas d'accord, ils choisissent la solution la plus coûteuse pour eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent un supplément. Donc, il y a plein de suppléments dans l'encyclopédie qui ont été écrits par Diderot ou par d'Alembert, d'ailleurs, hein, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'article principal. Mais en aucun cas, ils ne le censuraient ou ils ne le coupaient, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un contrôle sur la teneur même des propos, sur le contenu des articles. Wikipédia, le contrôle ne peut être que le nôtre. Et nous ne pouvons pas passer la journée ou nos jours à corriger les imbécilités qu'on peut lire par-ci, par-là. Hein, j'en ai lu encore une hier. Parce que je préparais ce petit exposé que j'ai fait pour vous. Et je me suis dit, tiens, je vais aller regarder ce que... Bon, je ne veux pas du tout vous faire rire sottement. Enfin, le système figuré des connaissances humaines est devenu le système figuratif des connaissances humaines. Je me suis dit, tiens, figuratif. Il y a le système abstrait, le système figuratif, je suppose. Enfin, je ne sais pas. Bon. Non, ce que je veux dire, c'est une plaisanterie, mais ce n'est pas vraiment une plaisanterie. C'est qu'il est certain qu'aujourd'hui, c'est terrible. C'est terrible parce que tout le monde a recours. C'est tellement plus vite fait de cliquer sur Wikipédia que d'aller ouvrir son dictionnaire, tout simplement. Donc tout le monde y a recours. Moi, comme tout le monde, d'ailleurs. Alors évidemment, avec des pincettes, en se disant, oh là là, mais qu'est-ce... Bon. Mais enfin, bon, voilà. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que nous serons trompés bien plus souvent que nous le pensons. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est plus que ça encore aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les humanités numériques. Bon. Et les humanités numériques posent de véritables problèmes parce qu'elles annoncent la disparition du livre, elles annoncent la disparition de la lecture telle que nous la connaissons pour nos neveux. Hein, je parle comme Diderot. Pas pour nos enfants, mais pour un peu plus tard, probablement. Et cette disparition, bon, on ne peut que... D'accord ou pas d'accord, on ne peut que la constater. Et il me semble que c'est justement là que nous devrions porter nos efforts. Je pense aux chercheurs, je pense à tous les gens qui s'intéressent à ce patrimoine extraordinaire qui est le nôtre et qui est celui du livre, quel qu'il soit, dans la mesure où on peut envisager que tous les livres passent à un mode de consultation par écran. Il faudrait que ces générations, qui sont les nôtres, enfin, s'occupent très, très, très sérieusement de ce que nous allons léguer, justement, à ceux qui viendront bien après nous. Parce que je peux vous dire que pour ce qui me concerne, ce qui concerne ma discipline, disons, ma spécialité, ce que je peux lire comme... Absurdité. Oui, mais oui, sur des sujets... tout simplement, pourquoi? Parce que... tiens, alors je vous donne l'exemple, j'ai le temps? Oui, allez-y. Je vous ai parlé du dictionnaire de Trévoux tout à l'heure. Je vous ai montré un petit peu... On a envie d'avoir peur. Allez-y, donnez-nous cet exemple. Quelques exemples pour vous donner, voilà, comment on utilisait le dictionnaire de Trévoux, comment Diderot l'a utilisé comme support critique, etc. Bon, j'ai lu, il y a un an, l'article de distingués collègues qui avaient mis en marche, qui avaient fabriqué des petits logiciels très mignons qui leur permettent... Ce sont des logiciels ce qu'on appelle un logiciel de plagiat. Vous connaissez, c'est ce qui vous permet de... Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en marche leur logiciel de plagiat. Comparaison de textes, donc, le texte de l'encyclopédie Distant Reading, hein, c'est-à-dire lecture de loin, et le texte du Trévoux. Et alors, leurs petits logiciels ont couiné, là, chaque fois qu'il y avait des ressemblances. Et ça leur a permis d'écrire un article qui s'appelle Plundering Philosophers, c'est-à-dire les philosophes pilleurs, et qui démontre, preuve à l'appui, puisque les logiciels le disent, mais qu'il y a beaucoup de textes du Trévoux dans l'encyclopédie. Donc les encyclopédistes n'ont pas travaillé, ils ont pillé le dictionnaire de Trévoux. Et les collègues en question continuent. Donc contrairement à ce qu'on a dit, ils étaient aussi jésuites que les autres, et ce ne sont pas du tout des philosophes. On s'est fait raconter beaucoup d'histoires sur l'encyclopédie, mais maintenant que nos logiciels sont en place et qu'on peut faire le calcul des occurrences
d'un dictionnaire dans l'autre, on verrait. Alors voilà pourquoi je pense qu'il est urgent, vraiment urgent, si nous voulons transmettre autre chose à nos neveux que ce genre de sottise, qu'on prenne vraiment très au sérieux l'arrivée de ce qu'on appelle les humanités numériques, et qu'on y travaille, et qu'on y porte ses connaissances, ses compétences et son esprit critique. Sans quoi nous risquons de léguer à notre tour quelque chose qui ne correspondra pas du tout, mais du tout, à ce qui nous a été à nous apporté. Vénus, plus gros satellite de Saturne. Je l'ai lu, moi, dans Wiki, machin, là, il y a quelques années. Oui. Écoutez, je voudrais juste encore une petite question. Qu'est-ce qu'on sait du caractère de Diderot? Parce qu'il a quand même encaissé pas mal de coups à la Révolution française. Il n'a pas encaissé, parce qu'il est mort en 84. Oui, non, mais après la Révolution française, il y a eu pas mal de... Il a été. Alors, c'est pas son caractère, c'est surtout à cause de son athéisme, à cause de tout ça. À cause son athéisme, on lui a mis pas mal de la violence révolutionnaire sur le dos. Hein. Non? Oui. Oh, ça, vous savez. Il faut des coupables, de toute façon. Il fallait des coupables, de toute façon, vous avez raison. Mais je pense que, je pense que c'est pas tellement l'époque de la Révolution, c'est plutôt après. Après la Révolution. C'est plutôt la Restauration, et puis tous ces régimes extrêmement, tous les régimes extrêmement catholiques. En gros, le roi s'était fait couper la tête à cause de gens comme, entre autres... La faute à Voltaire et la faute à Rousseau, et la faute à Diderot. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il a subi... Vous savez, Diderot, c'est quelqu'un... C'était pas violent, ce monsieur-là. Oh non, le pauvre malheureux, non, il était très tranquille, au contraire, par rapport à des gens comme Rousseau, ou comme Méliès, ou comme Mably, etc. Non, qui n'étaient pas non plus violents. Il ne faut pas non plus imaginer que les gens qui sont morts en 82, 83 ou 84 se disaient, dans 7 ans, on va prendre la Bastille. Alors, c'est totalement inimaginable. C'est un événement neuf, parfaitement neuf. Bien sûr. Voilà, mais écoutez, si vous voulez vous procurer Diderot, choix d'articles de l'encyclopédie, vous en avez eu un florilège tout à l'heure, enfin quelques exemples. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais juste ajouter 2 choses, si vous le permettez. J'ai apporté ici donc un volume de l'encyclopédie, parce que je trouvais que c'était quand même plus intéressant de voir. Alors c'est un des volumes sur les 28. Ça donne une idée de... Je pense qu'on ne touche pas, hein. On a quand même le droit. On n'est pas dans une maternelle. Avec les yeux, oui. Oui, si, on peut toucher, bien sûr. Voilà, donc si vous le souhaitez, vous pouvez venir regarder cet exemplaire, qui est un exemplaire du premier volume qui a été interdit. C'est pour ça que vous n'y trouverez pas ni le nom de Diderot, ni le nom d'Alembert, et que vous trouverez qu'il a été édité à Neuchâtel, ce qui est évidemment parfaitement fictif. Quant au petit bouquin que vous avez là, oui, vous avez raison, c'est une anthologie que j'avais faite il y a quelques années pour le Comité des travaux historiques et scientifiques. Et je tiens à le dire parce que, je n'ai aucun droit sur cette édition. Donc, achetez-la, vous me ferez plaisir, mais je ne gagnerai rien. Édité et présenté par Marie Lecatiomis. Et vous n'êtes pas mis dans le coup? Non, parce que le Comité des travaux historiques et scientifiques, dépend du ministère de la Recherche. Et donc, c'est un organisme non lucratif, non lucratif. Voilà. Donc, en fait, c'est une parution, quoi. Vous avez, c'est un peu comme un article scientifique. Tout à fait. D'accord. Notre prochain rendez-vous à toutes et à tous, c'est la chimie, diable ou bon Dieu. Je vous rappelle que Monsieur Jean-Marie Laine disait la chimie, c'est la loi des 3 P, ça pue, ça pète et ça pollue. Mais il y a peut-être des progrès à faire. Et je voudrais que nous remercions, s'il vous plaît, Madame Thomis. Merci. Non, ça va très bien, très très bien. Oui, oui.